Et j'accueille maintenant Léo, que sans doute les cubes connaissent, ou même ceux qui sont très avertis et qui lisent les articles de Major Prépa. Léo, comment ça va? Ça va super. Merci de me présenter comme une rockstar. Ah, quand même, oui, parce que alors je précise quand même, je développe un peu pour ceux qui sont en carré ou qui n'ont pas regardé les lives de l'an passé, mais Léo, tu avais fait la majorité des lives l'année dernière pour débriefer les épreuves de SH, avec Frédéric d'ailleurs déjà à l'époque. Comme Ouais, quoi, effectivement, ouais, fidèle au poste, effectivement, ouais. Ça fait exactement, plaisir. Ah, c'était exactement, ouais, top, c'est c'était ça. vraiment sympa. Et Voilà. du coup, je suis très Ouais. content d'être de retour quand même, faire une analyse. C'est vrai que voilà, on a laissé un peu le flambeau là, cette année à Antoine qui fait un super travail, qui Ouais, récupère qui s'en est un peu. merveilleusement bien débrouillé, hein, qui nous accueille tous les jours, enfin tous les soirs d'épreuves dans sa chambre de Julien Josas. Ouais. Donc là, c'est cool. On est plus du côté de Sergi Pontoise, là, j'imagine. Non, t'es à Non, même Massy, toi, en pas. Ouais, moi, plus. je suis à Massy. Alors, moi, c'est Ouais, c'est difficile à vrai. expliquer, mais voilà, je suis à Massy. Et je devrais être à Cergy, mais non, je suis à l'autre bout. Bon, Mais ok, voilà. bon, très bien. Et ça va les. Bon, alors, ouais, on discute, hein, puisque on est entre nous, c'est la fin de la semaine. Et alors, ça a été, ça a été tes process là récemment, ça va? Parce que Bah écoute, ouais, pour l'instant ça se passe d'accord. bien. Ouais. Pour l'instant ça se passe bien. Ça avance encore. C'est loin d'être fini, mais ça avance bien. Ouais, je suis plutôt content. Là, j'ai eu un retour positif cet après-midi. Donc c'est cool, c'est cool. Pour l'instant ça se passe bien. Ouais. Mais je te Bon, bah tiendrai au top. courant de la suite des aventures. Et voilà, Ouais, ça marche. Ça marche, ça c'est des marche. Ouais. problématiques une fois qu'on est en école. Mais voilà, ceux qui nous C'est ça, écoutent c'est la suite maintenant, des réjouissances, tu vois. On fait un peu voilà. d'introspection, absolument. Ça s'arrête jamais, on travaille tout le temps. Non, ça c'est un mensonge quand même. C'est vrai moi, en prépa, j'étais un petit peu déçu quand même en école quand on m'avait dit, ouais, tu verras, tu pourras Ouais, revenir puis une il fois faut que tu es plus en rien en école. école. Ouais, ouais, t'inquiète, Voilà. Après, t'inquiète. ça dépend de tes ambitions, mais bon. Non, c'est clair. Voilà. Non, mais en tout Bon, cas, alors bon, bah, pour du coup, revenir sur on va revenir le. à nos moutons de SH. Alors, je vais Yes. afficher le sujet. Ah, vas-y, Euh, vas-y. un sujet qui, alors, tu étais beaucoup plus expert que moi sur la question. N'hésitez pas à nous dire, hein, les ECE, je sais que vous êtes nombreux dans le chat encore à cette heure-ci. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Mais moi, le sentiment quand même que j'ai, c'est que celui-ci, et d'ailleurs celui qui avait été proposé juste avant pour la première épreuve d'HEC ESSEC, puisque c'était la première année où les deux épreuves de SH fusionnaient, on est quand même sur des choses assez classiques. J'ai le sentiment, là où en géopo, on s'est un peu plus lâché. Est-ce que tu partages ce constat-là, toi qui as découvert le sujet, comme tout le monde, vers 11h midi, quoi? Ouais, c'est clair. Non, mais effectivement, c'est un sujet assez classique. Pour le coup, c'est difficile, à mon avis, là-dessus, de vraiment faire un blanc parce que, bon, évidemment, les thématiques de croissance économique, c'est classique. Les thématiques d'innovation, forcément, c'est des parties qui sont toujours intéressantes à étudier. Voilà, on est dans le programme de première année. C'est vrai que c'est un sujet assez classique, mais il y a quand même des petites spécificités, notamment cette question de révolution technologique qui est un petit peu dure à définir, je pense, à appréhender. Il y a quelques petits pièges, mais globalement, c'est vrai qu'on est sur un sujet assez classique. Euh, Pas forcément. C'est vrai que moi, je m'attendais à des trucs un petit peu plus dans l'air du temps. C'est un peu difficile. Évidemment que les révolutions technologiques, on y pense, on y réfléchit, notamment dans le cadre de la transition énergétique, etc. Mais Ouais. on n'est pas forcément à fond dans l'actualité. On n'a pas eu voilà, de gros sujets sur l'inflation, sur le protectionnisme, sur la relocalisation. C'était plutôt l'année dernière. Mais voilà, je sais même plus ce que c'était le sujet à HEC, HEC cette année. Le sujet Euh, HEC, c'était sur le libre-échange. Ah Enfin, ouais, non, c'était d'accord. sur Oui, l'ouverture commerciale, plus ok, précisément. Mais non, c'était ouais, pas d'accord. exactement la On même a quand même chose. eu un truc sur le, ouais, effectivement, on a quand même eu un truc sur le protectionnisme. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est un sujet pour le coup qui était difficile à anticiper, mais d'un autre côté, voilà, bon, normalement tout le monde est capable d'en discuter. Je lis les questions en même temps sur le côté. Alors il y a des avertis là. Clémentine nous dit ça ressemble pas mal à SCP 2003. Alors j'avoue que j'ai pas les sujets de Ouais, 2003 en il tête. paraît, ouais, j'ai eu le même son de cloche de je ne sais plus qui sur Instagram. Je me suis dit, waouh, le gars qui a regardé les annales des 20 dernières années. Mais oui, effectivement, j'ai pas regardé le CP 2003, mais apparemment, c'était à peu près la même chose. Et oui, alors, sur l'inflation, oui, effectivement, en ce moment, on parle que de ça, mais les sujets sont conçus quand même assez tôt dans l'année, en général, vers Oui, janvier. c'est Donc, c'est vrai, vrai que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, t'as c'est un peu raison. moins prégnant. Bon, là, effectivement, c'est vrai qu'en ce moment, on parle que de l'inflation. Bon, en tout cas, voilà, le sujet était ce qu'il était. Et ouais, donc avec cette histoire de croissance qui est quand même. Alors, il y avait la notion de prospérité qui était mise en avant dans le sujet HEC et SEC, donc qui était Ouais. peut-être un petit peu plus compliqué à manier, on va dire. Mais oui, globalement, vous êtes quand même à peu près d'accord dans le chat, hein. Non, ça, c'est une question, mais euh, ouais, c'est Ouais. ça, ça commence à bien faire les sujets classiques. Bon, alors c'est dire Bah, un peu plus ardemment, on va dire, mais oui. c'est un peu l'idée quand même, hein. Bah, faut faire attention parce que voilà, chaque sujet est différent et c'est vraiment, ça peut être le piège, je pense, un écueil assez régulier. Ça peut être de se dire, bah, sujet, j'ai déjà fait un truc qui ressemble durant mes années de Ouais, c'est préparation, parti durant, pour plaquer voilà. du cours, quoi. Voilà, surtout pas, il faut vraiment essayer de réfléchir à quelle est la spécificité de ce sujet. Il y a des petits éléments à prendre en compte, alors notamment le comment. Donc déjà, il faut bien comprendre que on a un présupposé dans ce sujet qui est que les révolutions technologiques ont une influence sur la croissance économique. Positive, négative, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est un présupposé. Il ne faut pas se poser la question, on est dans ce sujet de est-ce que les révolutions technologiques ont une influence sur la croissance économique. Donc déjà,
premier petit piège, des fois, on a souvent des sujets qui réfléchissent un petit peu sur les relations, comment dire, les relations réciproques finalement des deux variables, la croissance économique sur les révolutions technologiques ou vice-versa. Et puis même cette question de révolution technologique, c'est vrai que c'est pas forcément simple à appréhender. On n'est pas sur l'innovation de manière générale. On n'est pas sur l'innovation de procédés, l'innovation de procédés, si potentiellement, mais en tout cas, on n'est pas sur l'innovation de matières premières ou de débouchés, ou voilà, comme on pouvait avoir dans certaines spécifications proposées par Schumpeter. Donc, il faut bien voilà, essayer de réfléchir cette histoire de révolution technologique. On est sur la révolution, donc une révolution, qu'est-ce que c'est? On est plutôt sur l'innovation paradigmatique au sens de Schumpeter, donc tout n'est pas à prendre en compte. C'est pas l'innovation qu'on fait toutes les. Voilà, c'est pas juste la licorne de l'année. On est vraiment sur, je pense, on évite des éléments charnières qui vont après construire tout un paradigme d'innovation plutôt incrémentale, de grappe d'innovation. Donc, moi, quand je pense à révolution technologique, j'imagine la machine à vapeur, j'imagine le moteur à explosion de la deuxième révolution industrielle, l'électricité potentiellement. On est plutôt sur ce genre d'idées, donc pas forcément simple non plus. J'ai vu qu'il y avait une question sur la question de la dimension historique. Je pense que c'est hyper intéressant ici de réfléchir, en tout cas de donner des éléments historiques. C'est clair, évidemment que c'est important, surtout sur les questions d'innovation. C'est vrai qu'en ESH, on ne fait pas énormément d'histoire économique, en tout cas lointaine, mais par contre, il y a vraiment des éléments sur lesquels on insiste, c'est les grands inventeurs des différentes révolutions industrielles, les différentes innovations justement paradigmatiques qui après ont créé des régimes de croissance sur 5 années qui ont lancé un cycle de Kondratiev. Donc, évidemment, je pense que c'est intéressant de. Alors, insister, je ne sais pas, mais en tout cas, avoir des exemples historiques pertinents, c'est hyper intéressant. Et. Voilà, là, je vois que ça parle des NTIC. Je ne sais pas si je rentre dans le dur d'ailleurs, peut-être que je me lance peut-être dans une petite analyse. Ouais, pourquoi pas. Alors, je te demandais juste, ça m'a interpellé parce que tu parlais justement du moteur à explosion, etc. Tyrone qui nous dit, est-ce qu'il fait, enfin, peut-être éviter de confondre technologique et technique. Est-ce que vraiment il y avait une distinction sémantique forte à ce niveau-là, tu penses? Bah, justement, moi, je définirais plutôt, en tout cas, la technologie un petit peu comme la science de la technique. Donc, je ne sais pas si on a vraiment une grosse. Après, ça dépend ce qu'il entend par technique ici. Oui, c'est ça. À quoi s'oppose, enfin, qu'est-ce qui n'est pas commun entre technologie et technique? Ça me paraît pas évident Ouais, comme ça. voilà, c'est clair. Donc, je pense qu'après, il peut y avoir des différentes acceptions de ce terme de technique. La définition qui a été proposée par Antoine, justement, dans son analyse du sujet, je la trouve assez intéressante. Et il dit, voilà, finalement, que la technologie, de manière générale, c'est l'étude de la technique, des outils, des machines. Donc, on reste quand même dans quelque chose de très capitalistique. Donc, après, je ne sais pas ce qu'il entendait par technique ici, si c'est des techniques de production, mais finalement, une technique de production, si ça passe par une machine, je pense qu'on est quand même sur de la technologie. Donc, après, c'est clair qu'il ne faut pas uniquement penser technologie, digitale, NTIC. C'est vrai qu'on peut avoir un biais aujourd'hui, parce qu'on vit dans ce monde-là où aujourd'hui, notre évolution technologique, c'est les NTIC. Il faut bien se dire qu'initialement, un moteur à explosion, une voiture, c'est de la technologie. Oui, puis ça a considérablement, ça c'est une vraie innovation de rupture, quoi. Ça a vraiment changé la face de l'économie. Oui, complètement. Alors, il y a quelques questions avant que tu te lances vraiment peut-être sur l'analyse en tant que telle. Quelques questions préliminaires, peut-être justement beaucoup autour de cette question-là. Donc, Iman qui nous demande est-ce qu'on va prendre en compte les révolutions technologiques en lien avec la transition énergétique? Moi, je pense que c'est intéressant d'y réfléchir. Après, je ne sais pas si vraiment aujourd'hui, on a déjà connu une révolution technologique en lien avec la transition énergétique. Je ne pense pas encore qu'on soit arrivé à ce stade-là. Il y a des choses qui se font. Les énergies renouvelables, c'est déjà des innovations technologiques, c'est clair, des éoliennes, mais je ne pense pas encore qu'on soit arrivé dans la révolution technologique qui, justement, nous permettrait, en tout cas pour les techno-optimistes, de résoudre les problématiques de changement climatique. Actuellement, la technologie ne suffit pas. Oui, c'est ça. C'est pas quelque chose qui a significativement changé les choses. Ouais. Pas encore, en tout cas, on peut l'espérer. Après, ça dépend si on est plutôt dans une vision soutenabilité faible, forte. Je pense qu'il y a un petit peu des deux, mais voilà. Après, il ne faut pas oublier que, et ça, il faut le mettre en lien du coup avec le sujet. Donc, il faut réfléchir à est-ce qu'aujourd'hui, une supposée révolution technologique en lien avec la transition énergétique aurait un impact sur la croissance et comment? Je pense que c'est difficile à prendre en compte. Par contre, c'est vrai que la question de l'impact des révolutions technologiques sur la croissance économique et sur l'environnement qui a lui-même un impact sur la croissance économique de long terme. Je pense que c'était très intéressant d'en parler pour un petit peu moduler, dans une deuxième partie potentiellement, réfléchir à un impact plutôt négatif des révolutions technologiques sur la croissance en disant qu'à long terme, finalement, avec la pression qu'on met sur les ressources, parce que finalement, une révolution technologique sans énergie, c'est rien du tout, que ce soit le charbon, que ce soit le pétrole, on a toujours été dépendant des énergies. Donc, à long terme, finalement, ces révolutions technologiques risquent d'avoir un impact en fait, sur la croissance, sauf si on arrive à recréer une révolution technologique compatible avec la transition énergétique. Mais tu vois, c'est des éléments intéressants, je pense, les questions d'environnement. Et puis c'est un éveil qu'il faut avoir en tête. Puis en plus, dans le nouveau programme de SH, c'est des éléments qui sont... Oui, c'est une dimension qui... Alors, c'est quand même... Là, c'était la dernière année qui ne tient pas compte de ce nouveau programme.
en tout cas au concours. Mais je pense que là, du coup, finalement, les correcteurs, voilà, vu qu'ils sont professeurs, adaptés, ouais. leur première année, ils leur donnent déjà le nouveau programme, du coup. Et donc, je pense que Oui. dans l'état d'esprit, il y a déjà ces thématiques qui sont prises en compte. Et puis, on s'attend aussi, Bien je sûr. pense, à ce que des étudiants voilà, de notre génération aient ces éléments en tête. En tout cas, je pense qu'il y a un espoir de la part des autres générations. On espère, Mais sinon voilà. on est un peu mal. Ouais, Ouais, c'est clair. Mais bon, c'est un élément intéressant, je pense, à la question de la transition énergétique. Ouais. Et ok. alors là, les vaccins peuvent-ils marcher? Bah ouais, enfin, en tout cas, on peut dire, je sais pas, on peut dire peut-être que ouais, la pénicilline, enfin non, c'est pas un vaccin, du coup c'est un antibiotique, mais la question de la révolution médicale, peut-être, effectivement, ça peut être un Oui, voilà, élément. plus généralement peut-être. Ouais. Ouais, alors après, est-ce que ça a un impact je pense on peut facilement créer un impact justement voilà, sur la transition démographique et donc in fine sur la croissance économique. C'est une possibilité, je pense, en rajoutant un facteur finalement qui va avoir après un impact sur la croissance économique. Ouais, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas, ça peut être intéressant. L'invention du vaccin, ça peut être intéressant. C'est vrai, j'y avais pas pensé, mais pourquoi pas. Et puis c'est un petit peu dans cette même période finalement de deuxième révolution industrielle, donc je pense que c'est pertinent. Ça peut être un exemple assez original. Enfin, en tout cas, pour moi, j'avais pas Oui, c'est pensé. ça, c'est un peu, enfin, pas tiré par les cheveux, mais un peu, c'est pas l'exemple auquel on pense forcément, mais Voilà, peut-être mais pourquoi bon, pas. pourquoi Ouais. pas, on peut dire, ah bah finalement, en favorisant la transition démographique, parce que la transition démographique, c'est aussi la baisse de la mortalité, donc la baisse de la mortalité, ça passe par les évolutions dans la médecine, ouais, Mm. pourquoi pas. Ouais, c'est ça. Mais sans doute que les cas, c'était quand même de rester sur des exemples très significatifs, parce que comme là, on pouvait piocher dans absolument tout et n'importe quoi, il fallait Ouais. quand même prendre des choses très significatives. Pas forcément Mm. attendu. Un truc bête, par exemple, le porte-conteneur dans les années 60, bon, ça paye pas de mine, hein, mais en fait, ça a changé la face de l'économie mondiale de manière assez dingue. Ça, Ouais. c'est un exemple auquel on pense pas forcément, et pourtant, qui, à mon avis, est très pertinent. Enfin, du moins, Ouais, carrément. Non, mais ouais, c'est vrai, c'est un très bon exemple. Ouais. La question du conteneur, alors je me souviens plus du nom de l'inventeur, il a un nom, hein, je crois en 3 lettres ou un truc comme ça, ouais, je sais pas, j'avoue, mais mais, bon, enfin, mais le ouais, truc, non, c'est mais l'émergence dans les années 60 notamment, quoi. ouais, C'était tout un à peu fait. plus vieux que ça, et puis ça s'est surtout développé à la faveur de la maritimisation de l'économie, en fait, dans les années 60. Ouais, clairement. Alors, bon, Orienter en les fait, il y a beaucoup de technologies vers une questions, mais croissance on va durable. finir par y arriver. Alors, Ouais, il y a beaucoup. Loïc, et oui, c'est ça. Tu Effectivement. vois, tout le monde Les ECE, réclame là, pour ils étaient en savoir. attente, là. Ouais, c'est Ouais, c'est normal. ça, évidemment. Les CE en France. Donc, orienter les technologies pour assurer une croissance durable, c'est-à-dire produire en respectant. Ouais, enfin, en fait, on revient un peu à Voilà. cette question-là, quoi. Ouais, ça, je pense que c'était un élément intéressant d'ouverture. Alors après, on rentre un peu dans le normatif. Je sais pas si c'est. Faut peut-être éviter cet écueil-là aussi. On est vraiment dans un sujet, à mon avis, qui est vraiment dans la description, quoi. On est sur comment est-ce que les révolutions technologiques influent sur la croissance économique. On n'est pas sur comment est-ce qu'elles devraient influer sur la croissance économique. Mais par contre, effectivement, on peut potentiellement à un moment donner son avis dans la copie à ce sujet, mais pas non plus que ce soit le cœur du sujet. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur le côté. Donc, ouais, comment Ouais, définir le ouais. terme Bon, on technologique peut enchaîner, ouais, effectivement, parce que sinon, tu n'auras pas le temps de faire une analyse en tant que telle. C'est dommage parce Euh, qu'il y a des trucs intéressants, franchement, mais bon, on va le Ah non, faire. mais On va le on va y faire. arriver, on va y arriver. Euh, Je sais qu'on va y arriver. Donc la question, c'est comment les révolutions technologiques influent sur la hmm. croissance, mais du coup, on pouvait dire dans une troisième partie que les révolutions technologiques peuvent influer négativement sur la croissance. Oui, dans le comment, il y a du Ah, positif, mais du bien sûr. négatif. Ah oui, oui, oui. Ouais. On n'a jamais présupposé que c'était une influence positive. Une influence peut-être bonne comme négative. Oui, voilà. En fait, le seul présupposé du sujet, c'est qu'effectivement, ces révolutions ont un Ont impact une sur la influence. croissance économique. En même temps, c'est Voilà, difficile de dire le contraire. c'est Maintenant, une clair. fois qu'on a Voilà. dit ça, Mais par contre, c'est hyper important effectivement de montrer qu'elles peuvent avoir un impact négatif sur la croissance. Et d'ailleurs, essayer aussi de problématiser un petit peu cette question de croissance. Est-ce que la croissance, c'est juste un chiffre? Est-ce que, évidemment, on peut réfléchir à l'influence que vont avoir les révolutions technologiques sur le sens de la croissance? Est-ce que ça va influer positivement, négativement? Mais on peut aussi réfléchir à la nature de la croissance. Et ça, Antoine, il le fait dans son analyse. Je trouve ça hyper intéressant. ouais. De dire que finalement, les révolutions technologiques, elles ont aussi, en tout cas pour certains auteurs, un impact sur la nature de la croissance dans le sens où elles peuvent la rendre instable pour certains auteurs, elles peuvent la rendre cyclique, elles peuvent la rendre potentiellement inégalitaire aussi. Donc il y a des éléments intéressants à creuser dans la partie plutôt impact négatif. Mais bon, je reviendrai dessus après. Mais ouais, en tout cas, c'est évidemment un élément à prendre en compte. Après, dire que les révolutions technologiques ont un impact négatif sur la croissance des pays pauvres, je suis pas. Enfin, À pourquoi part pas, si tu un mais exemple très significatif, mais c'est vrai que, enfin, où tu peux dire que oui, en fait, par opposition, c'est-à-dire les pays développés ont peut-être enfin, ont des innovations technologiques plus importantes, et donc, bah, en fait, ouais, bon, c'est un peu tiré par les oui, cheveux, non, mais mais effectivement, alors on pourrait dire évidemment, peut-être la concurrence, ce serait du coup trop forte à l'international, mais d'un autre côté, justement, c'est aussi ces révolutions technologiques qui, à terme, génèrent une croissance énorme dans les pays en développement grâce à la distance à la frontière technologique
Justement, le fait d'être dans une économie d'attrapage, c'est ce qui génère de la croissance. La France, dans les 30 Glorieuses, c'est un pays qui copie la technologie américaine. Et donc, c'est cette économie d'attrapage qui fait que la France connaît une croissance intensive énorme et que les États-Unis, à côté, ont une croissance plus faible que la France dans les 30 Glorieuses. Et ça, c'est vraiment un fait qui est vérifié empiriquement. C'est dans les nouveaux faits de Caldor de Jones et Romer, je crois, en 2010. Voilà, le fait que la croissance économique, elle est vachement dépendante de la distance à la frontière technologique, qui est souvent les États-Unis. Je vois Léo Lorenzo dans les commentaires. Un très bon rédacteur aussi, qui est d'ailleurs... salut Léo, toujours fidèle au poste. Léo, il faut lâcher l'affaire, hein, c'est fini la prépa. Bon, je dis ça, mais c'est pas le meilleur exemple. Ouais, c'est pas le meilleur exemple. Mais oui, non, mais c'est assez intéressant. Et même la corrélation entre, par exemple, pour un État, le pourcentage de R&D, enfin du PIB qui est consacré à la recherche et développement vs la croissance, tu as des corrélations qui sont assez intéressantes à ce niveau-là. Après, est-ce que vraiment ça permet de dire que ça se fait au détriment des pays pauvres? Bon, pourquoi pas, mais... Ouais, je suis pas sûr. Mais bon, pourquoi pas, ça dépend toujours de comment c'est justifié et tout. Ça peut être convaincant, mais ça dépend de l'argumentation. C'est principalement de l'argumentation aussi, l'économie. Mais, alors là, on a l'IA et Internet ont-elles été suffisamment témoins de croissance où il faut plus s'attendre pour s'en rendre compte sur le long terme? Mais justement, ça, c'est un élément hyper intéressant. Et moi, j'aurais tendance, et c'est ce que pas mal d'auteurs disent aussi, qu'actuellement, les effets de la croissance, justement, de la troisième révolution industrielle, les effets sur la croissance, pardon, de la troisième révolution industrielle, on ne les a pas encore vus. Et donc, il y a tout un débat là-dessus qu'on peut potentiellement avoir. On peut penser à Gordon, qui parle d'un plateau technologique et qui dit qu'en réalité... mais bon, là, du coup, je grappille un petit peu sur les éléments dont je voulais parler avant, mais tant mieux, c'est bien, il faut parler de ce dont je voulais parler. On a Gordon qui nous dit que, en fait, les vraies innovations de la seconde révolution industrielle, elles n'arriveront qu'une fois, et des innovations comme le télégramme ou le moteur à explosion justement l'électricité, ça a vraiment changé la face de l'économie, mais ça n'arrivera plus jamais. Et en fait, pour lui, justement, les nouvelles innovations de la troisième révolution industrielle, donc de 1970, avec les NTIC, servent à rien. Donc on a cette citation servent à rien. En tout cas, n'ont pas un impact aussi important sur la croissance que ce qu'il y a eu dans les années 1870, avec un impact qui s'est vu jusqu'en 1940. Et donc on a PayPal qui nous disait, voilà, on attendait, le fondateur de PayPal qui disait, on attendait les machines volantes, on a eu les 140 caractères pour dire, voilà, nos innovations, c'est ça, c'est Twitter, mais c'est pas vraiment ce qui change la face du monde. Bon, ça va en discuter avec Elon, je sais pas, il n'a pas du même avis, mais... c'est ça, big up à Elon. Mais je crois que c'est Peter Thiel auquel tu fais référence en l'occurrence pour PayPal. Ouais, c'est possible, je ne me souviens plus du nom, mais ouais, c'est carrément possible. C'est une citation qui est souvent réutilisée. Mais justement, d'un autre côté, il y a des éléments peut-être plus positifs à ce sujet. On n'est pas obligé de considérer qu'il y a un plateau technologique, justement en considérant qu'en fait, les effets vraiment de la deuxième révolution industrielle, qu'on date plutôt de 1870, en fait, se sont sentis à partir de 1940. Et donc, il a fallu attendre presque 70 ans, 80 même, du coup, pour avoir... non, 70 ans, pardon, pour avoir un impact sur la croissance. Et donc, finalement, ces innovations qui datent plutôt de 1970, voire même des années 2000, il faut peut-être attendre pour qu'on les voit vraiment dans la croissance. Et puis, il y a un élément intéressant aussi que j'aurais sûrement mentionné, ou en tout cas auquel on pouvait penser, c'est le fait que en fait, la croissance, c'est un indicateur. C'est la croissance, pour la citer comme, pour la définir comme la définit CPO, c'est une augmentation soutenable d'un indicateur de dimension qui est le PIB. Mais en fait, c'est juste un indicateur. Et finalement, cet indicateur il est potentiellement imparfait. Et donc, la troisième révolution industrielle, justement, a augmenté la part dans l'économie des actifs immatériels. Et donc, on parle beaucoup, finalement, d'économies intangibles et d'éléments qui sont très mal mesurés par la croissance économique. On a notamment Alton et Nakamura qui disaient que finalement, cette économie intangible, elle représente 5% du PIB américain et elle n'est pas mesurée aujourd'hui. Et donc, il y a plein d'éléments là-dessus qui, en fait, pourraient nous faire réfléchir à est-ce que la croissance, c'est le meilleur indicateur possible pour mesurer l'augmentation de la richesse. On a beaucoup de mal en fait à mesurer ce qui notamment est immatériel ou alors juste gratuit. On a du mal à mesurer l'impact sur l'économie de Wikipédia, par exemple, alors que c'est d'une richesse extraordinaire sur la connaissance et donc sur la productivité potentiellement d'un pays, même si c'est en fait complètement gratuit. Donc, et puis pour moi, il faut distinguer quand même. Enfin, l'IA, c'est difficile. En plus, on entend beaucoup de choses derrière l'IA. Voilà, mais en revanche, Internet, indéniablement, pour le coup. Il suffit de voir les premières capitalisations boursières mondiales. Il y a du Apple, il y a du Alphabet, il y a du Amazon. Bon, t'enlèves Internet,
Bon, voilà. Ouais, c'est Enfin, clair. ça, c'est rien que C'est clair, c'est c'est bête à clair. dire, hein, mais Non, mais c'est vrai, mais bon, voilà. Alors peut-être qu'il y en a qui considèrent que c'est pas comme dans la seconde révolution industrielle, mais je pense qu'il y a vraiment un potentiel de long terme, notamment sur la question des imprimantes 3D aussi. On a énormément d'éléments qui sont peu utilisés encore, qui peuvent avoir un impact gigantesque. Il y a beaucoup de penseurs, d'ailleurs, de transformation de l'économie, type Rifkin, etc., qui se disent même qu'on va revenir à un domestic system après être passé au factory system, parce qu'avec l'imprimante 3D, on va pouvoir finalement relocaliser la production à domicile et rentrer finalement dans un système un petit peu pré-industriel. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Et je pense que voilà, il faut potentiellement discuter de l'impact finalement des défauts de l'indicateur qu'on utilise pour mesurer la croissance, qui est l'évolution du PIB. Enfin, la croissance, c'est l'évolution du PIB, mais le PIB en tant que tel est un indicateur évidemment imparfait. ouais. Puis il y avait aussi, je pense à Aguillon, alors j'allonge un petit peu cette partie, mais voilà, Aguillon notamment dans son article Missing Growth, disait que Mmh. finalement les révolutions technologiques, ou en tout cas la destruction créatrice, parce que c'est un auteur pétérien, donc il dit que la destruction créatrice en fait améliore constamment le rapport qualité-prix des produits. Et donc on va supprimer des produits obsolètes en proposant de nouveaux qui sont de meilleure qualité, mais qui sont pas forcément beaucoup plus chers. Mais c'est que le prix qui est mesuré dans le PIB. Donc en fait on va pas vraiment rendre compte dans la croissance économique de l'augmentation de la qualité des produits. Et donc en fait le PIB est un indicateur imparfait. Et lui il considère même que 45% de la croissance américaine, alors je sais plus sur quelle période, n'avait pas été mesurée à cause de cet effet-là de destruction créatrice. Donc voilà, il y a des réflexions à avoir là-dessus. Je ne vais pas m'étendre, c'est peut-être un petit peu perché, mais c'est intéressant, je pense. Ouais, oui, oui, non, c'était pas le cœur du sujet, mais effectivement, réflexion intéressante tout de même. Alors bon, très, très rapidement, comme ça, on aura quand même le temps de parler un petit peu du sujet, puisqu'on doit rendre l'antenne à 19h30 pour parler de la culture générale qui aura intéressé déjà tous les candidats, parce que par définition, tout le monde la passe. Puis en plus, j'ai vu un peu les réactions sur Instagram, vous avez globalement pété un câble contre le sujet, donc ce sera intéressant de voir ce qu'il en est avec Frédéric Bretéché, comme d'habitude. Donc, on l'a dit, hein, c'est la science de la technique, grosso modo. Hein, Oui, voilà, la science de la technique, l'étude de la technique, enfin bon, ça on reprend une étymologie, quoi. Ouais. Le logo, voilà, le discours sur la technologie, l'étude de la technologie, l'étude de la technique. Ouais, parce que dire l'étude de la technologie, on n'avance pas trop, mais voilà, la technique, l'outil, la machine. Je pense que c'est comme ça qu'on peut définir le terme de technologique. Après, voilà, c'est évidemment pas un terme économique, donc je pense qu'il y avait pas mal de latitude sur l'acceptation potentielle d'une définition. Révolution technologique militaire. Je pense que oui. Alors, je sais pas à quoi Clémentine fait référence, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de révolutions technologiques militaires. Pour moi, ça fait plutôt référence à des innovations de la troisième révolution industrielle. Et donc, justement, c'est celles sur lesquelles on peut débattre. On peut peut-être minimiser potentiellement leur impact sur la croissance. Mais tout ce qui est GPS et ouais, Internet aussi, parce qu'à base de la base, c'était plutôt militaire. Voilà. Ouais, donc tout ça, c'est des évolutions inventées par les Américains. Donc, clairement, ouais, je pense que c'est des bons exemples. Après, voilà, il faut arriver à justifier que c'est une révolution technologique. Mais bon, je pense pas Bon, que ça ce soit c'est fait. très Oui, et puis compliqué. en fait, c'est cette idée que pendant notamment les guerres, on a une période de révolution technologique qui est très importante et qui ensuite irrigue en fait l'économie. Ne serait-ce que par exemple le nucléaire qui à la Ouais, base le avait un nucléaire. usage militaire, a pris un usage civil par la suite et indéniablement ça a quand même D'accord. Ouais, elle pensait au contribué à nucléaire, la justement. Ouais, non, mais c'est ouais. clair. Non, effectivement, le nucléaire, c'est un bon exemple. Indéniablement, ouais, c'est clair que ça a été développé surtout dans la DGM avec notre cher Einstein, mais ouais, complètement. Je pense que ça peut être un bon exemple. Après, voilà, ça, c'est juste des exemples. Je pense que le plus important, c'était surtout la réflexion Oui, sur c'est le ça, il sujet y en en a elle-même. pléthore d'exemples. Hein. Ouais. Ouais, non, c'est clair. Franchement, mais tant mieux, c'est bien d'avoir des exemples originaux. Alors, Minsky. Minsky et le paradoxe de la tranquillité. Alors, honnêtement, je vois pas tout de suite le lien, parce que Minsky, paradoxe de tranquillité, on est plutôt sur des thématiques de cyclicité, et, pas mal liées à la psychologie humaine, à la financiarisation de l'économie. Enfin, on est plutôt sur des crises financières pour Minsky. Paradoxe de tranquillité, c'est l'idée qu'on prend le plus de risques quand tout va bien, et du coup, en fait, on prépare dans les périodes de prospérité, finalement, le futur point de Minsky, c'est-à-dire le shift de nouveau vers une dépression, en tout cas vers une crise financière. Donc, moi, je vois plutôt ça dans le cadre de la réflexion sur les crises financières, la cyclicité de l'économie. Évidemment qu'on peut parler de la cyclicité de l'économie dans un sujet pareil, mais plutôt en faisant référence à Schumpeter. Donc, Minsky, honnêtement, je ne sais pas trop. Après, si tu arrives à faire un lien, toujours pareil, si tu arrives à faire un lien entre révolution Ouais, c'est dur technologique. quand tu drops un truc comme ça. Bon, Ouais, mais mais pourquoi pas? Peut-être on peut penser, je sais pas, à la bulle d'Internet qui est liée aux révolutions technologiques un petit peu de la troisième révolution industrielle. Pourquoi pas? Franchement, tout est possible, mais a priori, ça me semble un peu éloigné, mais ça peut ouais. s'inclure dans une argumentation. Allez, rapidement. Anna, donc, est-ce que le problème de stagnation séculaire qui menace la croissance est un enjeu clé du sujet? Alors,
un enjeu clé, je n'irai peut-être pas jusque-là. En tout cas, c'est clair qu'on pouvait en parler. Après, je n'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que c'est un élément important, la stagnation séculaire, cette idée développée par Hansen. En fait, c'est vrai que la stagnation séculaire, on en parle plutôt du côté de la demande, notamment avec Hansen initialement en 1939. Après, ça a été repris par Summers. C'est des thématiques qu'on a plutôt du côté des keynésiens, donc avec des problématiques de demande. La stagnation séculaire du côté de l'offre, c'est justement Gordon, dont je parlais avant. Et ça, c'est clair que c'est important d'en parler. D'ailleurs, Anna a peut-être référence à ça. Hein, la stagnation séculaire du côté de l'offre, c'est cette idée qu'en fait, on va plus pouvoir augmenter notre productivité indéfiniment et qu'on a atteint ce fameux plateau technologique et qu'on avait une one big wave d'innovation dans la deuxième révolution industrielle et que c'est terminé. Finito. Mais donc, c'est un élément peut-être important. Et puis, c'est évidemment, voilà, la révolution technologique, en fait, essaie de repousser, en tout cas, les rendements décroissants. Donc, on pouvait penser au modèle de Solow aussi. C'est un élément intéressant de parler de cette croissance exogène un petit peu. D'ailleurs, on a un super article à ce sujet qui a été rédigé par Léo Lorenzo qu'on voyait avant. Donc, on peut penser évidemment à la question de repousser un petit peu ce plateau technologique, repousser cet état de stagnation. Après, je ne sais pas si c'est évidemment, je sais pas si c'est clairement un enjeu clé. Parler de Gordon, à mon avis, c'est une bonne idée sur ce sujet. Mais il ne faut pas oublier qu'on veut avant tout essayer d'étudier les liens entre, enfin, en tout cas, les effets des révolutions technologiques sur la croissance économique. Donc, je ne sais pas si on peut dire que les révolutions technologiques génèrent la stagnation séculaire autrement que par l'offre. Mais du coup, de ce côté-là, c'est possible. Enfin, franchement, là-dessus, il n'y a aucun problème. Si on parle de Gordon, c'est très pertinent. Mimi, donc bonjour, peut-on parler des révolutions technologiques dans la finance qui peuvent se transmettre sur la sphère réelle et donc provoquer des crises et baisser la croissance? Ah, c'est peut-être pour ça qu'on avait du coup des histoires de paradoxe de Minsky, donc révolution technologique dans la finance. Alors là, on fait peut-être référence à tout ce qui est HFT, High Frequency Trading, donc c'est évidemment des robots qui font de l'arbitrage en continu et qui potentiellement génèrent des effets auto-entretenus. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de révolution technologique. Après, tout dépend de à quel point on vous laissera de la latitude. Je ne sais pas vraiment si on est sur une révolution, mais tout dépend de comment vous le définissez et si vous arrivez en tout cas, à être cohérent dans votre argumentation en disant que finalement, voilà, le high frequency trading, c'est une révolution conformément à ce que vous avez défini en intro. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que moi, je penserais plutôt vraiment des innovations paradigmatiques, radicales, qui vont avoir un impact durable sur les 50 prochaines années. Alors, pourquoi pas? En fait, c'est possible hein, que nos révolutions technologiques vont avoir un impact sur la finance des 50 prochaines années. Donc, tout s'argumente, mais effectivement, ça peut créer des crises et se transmettre à la sphère nominale et baisser la croissance. C'est honnêtement, elle est intéressant. Moi, je n'avais pas pensé, mais pourquoi pas? Après, voilà, l'enjeu, c'est ici de prouver que c'est une révolution technologique. Ouais. Bon, et après, c'était moins des questions. Alors, ça, on y a déjà répondu. Oui, c'était tout à fait possible. Hein. Bon, je résume, hein, mais sinon, Mimi, tu peux regarder le replay. À un moment, on parlait effectivement de cette dimension-là. Et, bon, voilà, il faut bien l'amener, mais c'est possible. Et visiblement, voilà, on est connecté avec Clémentine qui pense effectivement au nucléaire, dans le militaire, dans les ruptures technologiques militaires. Donc, voilà, la boucle est bouclée. Alors, rapidement, du coup, il nous reste encore une petite dizaine de minutes. Toi, qu'est-ce que tu proposerais en termes de plan, en termes de problématiques? Bon, déjà, voilà, il faut bien définir les termes du sujet, donc on l'a fait quand même plus ou moins. Il faut bien comprendre que là, on prend comme présupposé qu'il va y avoir un impact sur la croissance de la part de ces révolutions technologiques. Je pense que ce qui était intéressant, en tout cas des segmentations possibles, finalement, de la réflexion, c'est réfléchir à la fois sur l'impact que vont avoir les révolutions technologiques sur le sens de la croissance, est-ce que ça va l'augmenter, est-ce que ça va la faire décroître, et sur la nature de cette croissance. Je pense que c'est vraiment une ambivalence qu'on pouvait garder dans nos sous-parties potentiellement, en réfléchissant sur le fait que les révolutions technologiques vont potentiellement rendre la croissance instable, vont créer de la cyclicité dans cette croissance. Donc ça, c'est vraiment la théorie schumpeterienne. Et là, c'est un auteur évidemment incontournable dès qu'on parle d'innovation, de révolution technologique. On ne peut pas ne pas parler de Schumpeter. Pour le coup, c'est sanctionné. C'est presque, on est presque à ce niveau-là. Donc ouais, j'avais pensé aussi, ça reprend l'élément qui a été proposé avant par Mimi sur la question d'une croissance inclusive, en plus d'une croissance verte. Je pense qu'un élément négatif auquel on aurait pu penser, c'est le fait que la croissance, en tout cas les changements technologiques, peuvent créer une croissance plus inégalitaire que ce qu'elle était par le passé. Et ça, c'est assez vrai actuellement. On parle souvent de progrès technique biaisé. Vous en avez sûrement entendu parler, notamment dans les chapitres de transformation des structures économiques. Le progrès technique biaisé, c'est ce progrès technique qui en fait va favoriser les travailleurs les plus qualifiés, qui vont être ceux qui seront capables d'utiliser justement ces nouvelles technologies. On peut parler de rupture, de fracture numérique et du coup d'avoir un impact sur les inégalités et à terme potentiellement du coup sur la soutenabilité de la croissance en tant que telle et donc potentiellement aussi sur son sens en plus de sa nature. Donc
Voilà, grosso modo, j'aurais fait une première partie en détaillant un petit peu la partie la plus évidente, c'est-à-dire que les révolutions technologiques ont un impact positif sur la croissance économique. C'est la première chose à laquelle on pense, évidemment. Donc là, on peut parler de toutes les innovations de la seconde révolution industrielle, notamment la moteur à explosion, Internet, etc. C'est ce qu'on disait précédemment. Internet, non, justement, pas encore, mais moteur à Ouais. explosion, électricité, potentiellement aussi j'ai perdu le terme, mais voilà, ce qui nous permettait de communiquer. J'ai le téléphone en tête, mais l'ancêtre du téléphone, il m'est sorti. Le télé... Le télégramme, ouais, ou le télégraphe, voilà, c'est ça. Merci, tu m'as sauvé. Voilà, parce que Gordon Ouais. considère que c'est justement une J'étais sûr. des. Ouais, non, c'est ça, le télégraphe. Et donc, parce que Gordon considère que c'est un des éléments justement qui était une invention extraordinaire, parce qu'en fait, pour lui, c'est l'ancêtre du téléphone. C'est vraiment cette invention qui a permis après de créer le téléphone. Donc voilà, ça va être, je pense, pour une première partie, assez intéressant de réfléchir à ça, à la fois du coup sur le sens positif, mais aussi sur la nature de cette croissance en la créant instable. On peut réfléchir du coup évidemment à toutes les questions de l'entrepreneur qui est un génie pour Schumpeter, qui doit faire preuve qui a envie d'exprimer son génie créatif et qui recherche aussi le profit. Et d'un autre côté, du coup, dans une seconde partie, je pense qu'on pouvait réfléchir à des impacts un peu plus négatifs de manière assez classique, notamment en réfléchissant sur la soutenabilité à long terme de la croissance, en pensant à ces éléments qui sont liés à l'environnement. C'est ce qu'on disait avant, qu'une révolution technologique, ça va forcément avec des énergies, et donc qu'à terme, on peut finalement créer des problèmes de croissance. Donc là, on peut réutiliser des éléments des chapitres de développement durable qui, à mon avis, sont très pertinents. On peut aussi réfléchir à cette croissance inégalitaire qui peut créer des effets négatifs aussi sur la soutenabilité à terme de la croissance. Je pense qu'un élément intéressant aussi, une autre grille de lecture que j'ai pas évoquée, c'était la question un petit peu de l'horizon temporel, de dire qu'en fait, une révolution technologique va pas avoir de l'impact tout de suite et à court terme, en fait, elle va même potentiellement être rejetée. C'est notamment ce que Christensen a évoqué avec son innovation, l'expression d'innovation disruptive. Ouais. Christensen, qui est professeur à Harvard, à la Business School, et qui disait que on peut prendre par exemple l'exemple justement du moteur à explosion, qui au départ allait même moins vite que les calèches avec les chevaux. Donc en fait, une innovation, ça prend du temps, et une révolution technologique au début peut être rejetée. Et on a l'exemple aussi de Kodak qui avait commencé, qui avait été un pionnier dans l'innovation sur la photographie numérique, et qui en fait s'est arrêté parce que ça allait avoir un impact négatif. En tout cas, ça allait cannibaliser sa filière argentique. Et Ouais. Et finalement, finalement, bon, c'était un choix de merde, enfin un choix de merde, pardon, excuse-moi l'expression pour Kodak. un choix J'espère qu'il malheureux, disons. n'y a aucun exécutif de Kodak qui regarde la vidéo, j'espère. Mais voilà, c'était un choix malheureux parce que du coup, ils ont accumulé un retard vraiment énorme. Donc, voilà, il y a ce dilemme de l'innovateur, cette question d'innovation disruptive. Et puis, à moyen terme, on va commencer à avoir des impacts, du coup, potentiellement plus positifs. Et à long terme, on va avoir toutes ces innovations incrémentales qui vont venir se greffer sur les révolutions technologiques. Donc, par exemple, pour reprendre le télégraphe, ça va être le téléphone, le smartphone, qui vont après se greffer, qui vont compléter cette innovation potentiellement dans la durée. Donc, c'est ce qu'on appelle ce que Schumpeter appelle les grappes d'innovation. Franchement, on parle de Schumpeter tout le temps dans ce sujet, mais c'est vrai que c'est important. Donc voilà, potentiellement cette question de distinguer l'impact en fonction de l'horizon temporel, ça pouvait être intéressant. Et je pense que ça n'a pas été beaucoup fait, c'est plutôt original à mon avis, cette question de séquençage finalement. Et puis voilà, dans une troisième partie, je pense que moi j'aurais aimé réfléchir à finalement qu'est-ce qui a un impact sur l'impact qu'ont les révolutions technologiques sur la croissance économique, notamment ces histoires de mesures imparfaites finalement des effets de l'innovation technologique, de la révolution technologique, avec Aguillon, comme j'ai cité précédemment, avec Alton et Nakamura, cette histoire d'économie immatérielle, et ce débat effectivement qu'on a sur notre troisième révolution industrielle de 1970, où on ne voit pas vraiment encore beaucoup les effets sur la croissance. Légèrement dans les années 90 aux États-Unis, une petite augmentation de la productivité, de la croissance, mais rien de vraiment paradigmatique, quoi, si on veut reprendre ce qui s'est passé sur une période gigantesque après la deuxième révolution industrielle et même après la première révolution industrielle. Mais voilà, tout est une question de mesure, donc je pense que c'est intéressant d'y réfléchir, même si on prend un horizon temporel beaucoup plus long. Si on prend les données de Madison depuis l'an 1000, en fait, on va avoir cette courbe en crosse de hockey. Le niveau de la production, en fait, il a augmenté de manière juste extraordinaire si on prend un horizon de temps beaucoup plus long. Donc on peut aussi essayer finalement de prendre du recul nous-mêmes sur ce sur quoi on a tout le temps, on a tout le temps la tête dans le guidon. Ouais, on pense croissance, mais c'est quoi cette croissance? C'est quoi cet indicateur finalement, le PIB? Et je pense que c'était des éléments intéressants. Et voilà, dans les éléments, j'ai oublié de préciser, mais bon, on en a parlé pendant tout le long, mais dans la deuxième partie, du coup, on pouvait parler aussi des sceptiques par rapport à la troisième révolution industrielle, notamment Gordon, donc ces questions de stagnation séculaire du côté de l'offre.
À mon avis, c'est très pertinent. Et puis dans cette troisième partie, sur ce qui a un impact, sur l'impact que peuvent avoir les révolutions technologiques sur la croissance, je pense qu'on pouvait penser aussi à tout ce qui est institution. Évidemment qu'en fait, et Schumpeter nous le dit aussi, et de manière générale, même Arro nous le dit, une économie sans croissance, en fait, va difficilement générer d'innovation. Donc pour Arro, c'est la concurrence entre les entreprises qui va inciter à l'innovation. La question des brevets, évidemment, qui est centrale, de la protection de l'innovation, de la génération d'une rente de monopole qui, en fait, est la condition sine qua non pour qu'un entrepreneur ait envie d'innover, tout simplement. Donc voilà, toutes ces questions d'institutions qui sont importantes et qui, en fait, qui vont moduler l'impact que vont avoir les révolutions technologiques sur la croissance économique. Je pense que c'est des éléments intéressants. Puis, à mon avis, on pouvait même aussi, peut-être un dernier élément, je ne sais pas si j'ai... Oh là, c'est la dernière minute. Alors là, je suis, okay, non, mais je t'en prie. Je suis dans mes retranchements, c'est bon. Le dernier élément, c'était... On n'est pas à la minute, on n'est pas à la minute. Non, on va pas, je sais pas si tu vois Frédéric sur le côté qui attend de rentrer dans l'arène ou pas. Là. Ah non, moi je le vois pas, non. Ah oui, il n'y a que moi qui peux, ouais. Mais là, il est dans l'arène. Il est prêt en écoute. Non, mais je t'en prie. Les questions qui bondissent, faut arriver. Aucun souci. On peut parler encore un petit peu d'économie, il n'y a aucun problème. Non, mais c'était juste un dernier élément qui du coup m'est parti. Je t'ai déstabilisé. Alors, attends, c'était quoi cette histoire? Oui, non, voilà, c'était la question de finalement... qu'est-ce qu'une révolution technologique? On pouvait se poser la question de ce qu'est vraiment une révolution technologique et qu'est-ce qui génère aussi une révolution technologique. Donc, potentiellement réfléchir à, en fait, qu'est-ce qui va produire cette révolution-là, qui elle-même va avoir un impact sur la croissance économique. Est-ce que c'est forcément un génie, comme disait Schumpeter? Pour Schumpeter, la révolution technologique, c'est un génie. On ne peut pas le produire, c'est comme ça, c'est une probabilité qu'on ne peut pas mesurer, on est vraiment dans l'incertitude, et c'est uniquement le génie qui va réussir par sa créativité extraordinaire à générer une révolution technologique. D'un autre côté, on peut aussi se dire que, en fait, ce sont des programmes d'innovation au niveau national, au niveau public, avec des pôles de compétitivité, avec potentiellement des aides type crédit impôt recherche qui vont à terme générer des innovations technologiques. Et donc, ça permet aussi de répondre un petit peu à Gordon qui dit on n'arrivera plus jamais à faire des innovations telles que dans la deuxième révolution industrielle. C'est aussi d'autres manières finalement de moduler un petit peu la réflexion. Mais là, on est vraiment dans la troisième partie, voire dans la conclusion, dans l'ouverture. Mais voilà, le but, c'est de donner des grilles de lecture potentielles, essayer de rassurer le plus de monde possible. Si jamais quelqu'un a pensé à cette grille de lecture et quelqu'un a pensé à une autre, je pense qu'il y avait vraiment pas mal de possibilités sur ce sujet et beaucoup de possibilités pour faire des beaux sujets et des belles réflexions. Ouais, en tout cas, bon, on a des sujets... attendu en tout cas, mais malgré tout, il y avait malgré tout de quoi faire, quoi. Pour le coup, c'est un peu le son de cloche qu'on avait quand même de l'ensemble des étudiants, donc si tu le corrobores, on va dire, tant mieux. Ouais. Je regarde juste la question de Romain qui nous dit est-ce que c'est possible que l'année prochaine, il y ait un sujet similaire? Honnêtement, c'est possible. Hein. Même entre Ecricom et ABCE, parfois, il y a des sujets similaires qui tombent, voire identiques, ce qu'il y a avec les années en CG. C'était ton année d'ailleurs, je crois, non? Moi, c'était 2020 du coup. Alors, est-ce que Ecricom... Il y a une année où la CG Ecricom et la CG EDEC et SEC étaient rigoureusement la même. Ah ouais, d'accord. Frédéric, il sera, on lui demandera. Nous, c'était assez original pour le coup. Je crois pas qu'il y avait de similitude en 2020, mais ça, c'est clair que c'est un bon indicateur. Enfin, potentiellement, c'est ce que je dis quand on me demande est-ce que tu as des idées, prévision des sujets. Alors évidemment, il faut toujours éviter, on ne peut pas vraiment savoir, mais réfléchir à les grosses thématiques académiques en économie du moment. Ça permet d'avoir une idée un petit peu sur ce qui intéresse les concepteurs. D'un autre côté, effectivement, ce qui tombe avec Ecricom, ça peut être un bon indicateur aussi justement de ces tendances-là. C'est pas non plus un outil de prévision parfait. Après, bon, c'est vrai que c'est rare qu'il y ait deux sujets similaires d'une année à l'autre, mais c'est pas pour autant qu'il faut faire des impasses. Il y a vraiment des classiques comme ça, la croissance. Cette question, Romain, n'est pas bonne puisque tu vas forcément devoir réviser ta croissance pour l'année prochaine. C'est ça, en fait. Si la question sous-jacente, c'est quel chapitre je peux zapper, en fait, aucun, quoi. Donc, ouais, non, il ne faut pas prendre de risque, vraiment. Mets-toi dans les conditions pour pas avoir fait d'impasse. Mais si jamais tu vas devoir en faire, n'en fais surtout pas sur ces énormes classiques type croissance économique qui sont en plus des chapitres qui sont utilisés vraiment de manière transverse. Enfin, à un moment dans un sujet, tu vas pouvoir en parler. Ouais, donc c'est clair, franchement, croissance économique, tu ne peux pas passer à côté. En plus, c'est un sujet de première année, donc pas d'excuse si tu es en première année cet été. J'imagine que ce n'est pas une question innocente. Et pour finir, c'est une bonne note, Ismaël qui nous dit je suis en terminale, j'ai le bac de SES l'année prochaine, l'écoutez pas d'économie, donc toi Léo évidemment. Ça fait plaisir. Ça donne envie d'approfondir encore plus la SES en prépa l'année prochaine. Voilà, tu vas faire un convertible parce que on va rentrer dans la phase Parcoursup dans un mois. Donc voilà, n'oubliez pas de cocher les petits prépa ECG. Bien sûr. Franchement, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, honnêtement? Alors, je vais pas faire. Je sais que Frédéric fait déjà beaucoup l'avocat de la prépa ECG, mais
Franchement, c'est une filière extraordinaire qui est gratuite quand on va dans le public. Et donc, on a accès à un enseignement d'une qualité extraordinaire, des professeurs qui sont vraiment engagés pour la réussite de leurs élèves, une stimulation intellectuelle vraiment dingue. Alors évidemment, ça demande du travail, ça demande des efforts, mais à la clé, en plus, on a ces grandes écoles de commerce. Franchement, ça en vaut le coup. Vraiment, je regrette pas du tout. Et puis, même si ça se passe pas bien, vous pourrez toujours, grâce aux équivalences, repartir à la fac, Ouais, totalement. meilleur souvent que vos camarades. En tout cas, vraiment formés façon prépa, quoi. Donc des vraies machines de guerre. Et après, tout se passera très bien à la fac aussi. Donc moi, c'était vraiment un choix automatique, quoi. Il n'y avait aucun risque à faire une prépa. Ouais, exactement. On peut pas dire mieux.